Victor Lockhart arpentait le sol en bois verni de son bureau, jetant un coup d'œil pour la 3e fois en autant de minutes à son ordinateur, Philippe. 6 heures avant le mariage de sa fille unique, Zoé, avec Damon Wilson, héritier d'un empire pharmaceutique. Tout aurait dû être parfait. Le domaine exclusif réservé 2 ans à l'avance. La liste des invités méticuleusement élaborée. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Les prévisions météo promettaient un ciel dégagé après des semaines de pluie. Mais quelque chose clochait. Victor avait bâti son entreprise de conseil en sécurité à partir de rien, développant une réputation d'efficacité implacable et d'une capacité presque surnaturelle à déceler la tromperie. Ces mêmes instincts le tenaillaient désormais, un frisson lancinant au creux de sa nuque. Sa femme depuis 28 ans, Marianne, se comportait étrangement depuis des mois, des disparitions inexpliquées de plusieurs heures, des explications vagues, des appareils protégés par des mots de passe, des appels murmurés à voix basse. Juste le stress du mariage, avait suggéré Miles Derty, son vieil ami, la semaine dernière, entre 2 verres de whisky. Mais Miles ne comprenait pas. Le mariage des Lockhart avait survécu à l'ouragan Nathan, qui avait détruit leur première maison. Il avait tenu bon malgré la crise d'adolescence de Zoé et les décès des parents de Victor et de Marianne. Marianne avait été son roc quand des concurrents avaient tenté de le ruiner, quand un ancien client avait menacé de le tuer, quand le marché s'était effondré, et qu'ils avaient presque tout perdu. Elle avait toujours été là. Jusqu'à récemment. Victor redressa sa cravate bordeaux, se souvenant de la manière dont Marianne avait insisté pour s'occuper elle-même de tous les préparatifs du mariage, rejetant ses offres d'aide avec une irritabilité inhabituelle. Elle s'était montrée particulièrement protectrice vis-à-vis de la liste des invités, apportant des modifications de dernière minute sans le consulter. Un coup frappé à la porte interrompit ses pensées. « Entrez » appela Victor, sa voix grave résonnant dans la pièce. Son fils Blake entra, déjà vêtu de son costume de garçon d'honneur. À 24 ans, il était le portrait craché de Victor à cet âge-là, grand, large d'épaules, avec les mêmes yeux gris perçants. Mais là où Victor respirait le contrôle calculé, Blake dégageait une énergie fougueuse, à peine contenue sous son apparence formelle. « Maman m'a dit de te dire qu'on part dans 30 minutes, annonça Blake en ajustant ses boutons de manchette. Elle est partie en avance pour aider Zoé à se préparer. Victor hocha la tête. « Tout va bien ? Tu as l'air tendu. » Blake hésita, une lueur d'inquiétude ou de culpabilité traversant brièvement son regard. « Juste le trac du mariage. » « Enfin, pas le mien, évidemment. » Il força un rire. « J'ai parlé à Zoé ce matin. Elle est excitée, mais complètement stressée par les choses habituelles. » Victor observa son fils. Blake avait toujours été un piètre menteur, un trait hérité de son père. « Il y a quelque chose que je devrais savoir ? » « Non, » répondit Blake, trop rapidement. « Tout va bien. Je dois finir de me préparer. » Il consulta sa montre, puis s'éclipsa rapidement. À peine avait-il quitté la pièce que le téléphone de Victor vibra. Un numéro inconnu. Il faillit ignorer l'appel, mais quelque chose le poussa à décrocher. « Monsieur Lockhart ?» La voix était celle de Preston, le mécanicien. « La voiture de votre femme sera prête cet après-midi. » Le problème était intéressant. « Peut-être voudriez-vous passer avant le mariage pour en discuter ?» Victor fronça les sourcils. « Quel mécanicien ?» Marianne emmène toujours sa voiture à la concession. Un silence. « Désolé, mauvais numéro. » La ligne coupa. Victor fixa son téléphone. Marianne avait soi-disant emmené sa Mercedes pour une révision la veille, prétextant un bruit étrange dans le moteur. Elle avait insisté pour le faire elle-même, refusant son offre de s'en occuper. Le nœud de suspicion dans son estomac se resserra. Il tenta de l'appeler. Pas de réponse. Il appela ensuite la concession. « Non, monsieur Lockhart », répondit le responsable après vérification. « Le véhicule de votre femme n'est pas ici. Sa révision est prévue pour le mois prochain. » Victor le remercia et raccrocha, le cerveau en ébullition.
Il ouvrit son ordinateur portable et activa le traceur GPS qu'il avait installé sur la voiture de Marianne des années plus tôt, une mesure de sécurité qu'il avait mise en place pour toute la famille après qu'un rival en affaires avait proféré des menaces voilées. Il le consultait rarement, par respect pour leur vie privée. La carte s'afficha à l'écran. La Mercedes était garée chez eux, dans le garage que Marianne avait transformé en atelier personnel l'année dernière, équipé d'une porte automatique et d'une entrée privée donnant sur le jardin. Un espace que Victor réalisa soudain avec une clarté troublante qu'il n'avait pas visité depuis des mois. Il referma l'ordinateur. Décision prise. Il lui restait 30 minutes avant de partir pour le lieu du mariage. Juste assez de temps pour vérifier le garage. Chapitre 2. Le message. Victor descendit les escaliers, hochant la tête à Rosa, leur gouvernante de longue date, qui arrangeait un bouquet de fleurs fraîches dans le hall. « Monsieur Victor, vous êtes très élégant », sourit-elle. Son accent vénézuélien réchauffait l'atmosphère, contraste saisissant avec la tension croissante. « Mademoiselle Zoé sera si heureuse de vous voir. »« Merci, Rosa. »« As-tu vu Marianne ce matin ?» Le sourire de Rosa s'effaça légèrement. Madame Lockhart est partie tôt. Elle a emporté beaucoup de choses pour le mariage. Elle semblait nerveuse. Avant que Victor ne puisse répondre, son téléphone vibra à nouveau. Un nouveau message, cette fois d'un autre numéro inconnu. Ne va pas au mariage de ta fille. Vérifie le garage de ta femme. Le sang de Victor se glaça. Quelqu'un l'observait. Quelqu'un connaissait ses moindres mouvements. Son instinct de sécurité reprit le dessus. Il balaya la pièce du regard, cherchant des signes de surveillance. Rien de visible. Rosa, quelqu'un est passé à la maison ce matin. Des livraisons? Des appels? Elle secoua la tête, les yeux s'agrandissant sous son ton soudainement pressant. Victor se dirigea rapidement vers son bureau, ouvrant le système de sécurité de la maison sur son ordinateur. Les caméras ne montraient rien d'anormal, mais il remarqua que celle qui surplombait l'entrée du garage de Marianne avait été réorientée. Désormais, elle ne montrait plus que le chemin de jardin, plus la porte elle-même. Pour effectuer un tel changement, il fallait utiliser les identifiants de sécurité de Marianne. Quand avait-elle fait ça? Et pourquoi sa mâchoire se crispa alors qu'il se dirigeait vers le garage, tapant le code sur la porte intérieure? Accès refusé. Elle l'avait changé. Victor resta immobile un instant, sentant la rage monter en lui. En 28 ans de mariage, jamais il n'avait verrouillé les portes l'un contre l'autre. Jamais. Il sortit par la cuisine, contournant la maison pour atteindre l'entrée du garage côté jardin. Cette porte avait une clé physique en plus du clavier numérique. Victor tenta sa copie. Elle ne fonctionnait plus. Un autre verrou changeait. Il recula d'un pas, évaluant ses options. Forcer l'entrée serait facile, mais l'alarme se déclencherait, à moins qu'il ne sorte son téléphone et n'ouvre les contrôles d'administrateur du système de sécurité de la maison. En tant qu'administrateur principal, il pouvait temporairement désactiver les alarmes d'une zone spécifique. Il désactiva les capteurs du garage, puis saisit un lourd ornement de jardin en pierre. D'un coup sec, la fenêtre latérale du garage éclata. Victor écarta les éclats de verre et passa la main à l'intérieur pour déverrouiller la porte du jardin. Les lumières du garage s'allumèrent automatiquement à son entrée. À première vue, tout semblait normal. La Mercedes de Marianne stationnait à sa place habituelle, son établi longeant le mur, des armoires de rangement et des étagères parfaitement organisées. Marianne s'était passionnée pour le travail du bois des années auparavant, confectionnant de magnifiques pièces de mobilier pour leur maison et comme cadeau. Victor se déplaça méthodiquement dans l'espace. Rien ne paraissait déplacé, jusqu'à ce qu'il remarque une légère dépression dans le sol en béton, partiellement dissimulée sous un établi, le contour d'une trappe. Il avait lui-même installé ces compartiments secrets lorsqu'ils avaient construit la maison. Des espaces cachés à travers la propriété, où des objets de valeur ou des provisions d'urgence pouvaient être dissimulés. Mais celui-ci n'était pas censé se trouver dans le garage. S'agenouillant, il sentit le long du bord jusqu'à trouver la poignée encastrée. La porte se souleva sans bruit, révélant un petit espace de rangement en dessous. À l'intérieur,
une boîte en métal qu'il ne reconnaissait pas. Victor la sortit, constatant qu'elle n'était pas verrouillée. À l'intérieur se trouvaient plusieurs objets. Un téléphone prépayé. Une enveloppe épaisse de billets. Un passeport au nom de Marianne mais avec un autre nom de famille, Palmer, son nom de jeune fille, avec des tampons récents du Mexique et des îles Caïmans. Il y avait aussi des documents, des relevés bancaires d'un compte offshore contenant plus de 2 millions de dollars, et le plus accablant de tout, des reçus d'hôtel, des mots doux et des photographies intimes de Marianne avec un homme que Victor reconnut immédiatement. Lawrence Palmer. Aucun lien de parenté avec Marianne malgré le même nom de famille, mais plutôt le témoin du mariage d'aujourd'hui. L'oncle de Damon Wilson, un homme qui avait été une présence constante pendant les préparatifs du mariage, que Marianne avait présenté comme un vieil ami de la famille, aidant aux arrangements. Les mains de Victor restaient étonnamment stables tandis qu'il examinait chaque pièce à conviction, son visage impassible, glacé de colère. Le reçu le plus récent datait de la veille, au Four Seasons, au centre-ville. Une chambre de jour. Ce n'était donc pas une simple infidélité ponctuelle, mais une liaison continue. Et ce compte offshore, ce passeport? Marianne prévoyait de partir. En remettant les objets à leur place, quelque chose attira son attention, une petite boîte en velours nichée dans un coin de la boîte métallique. En l'ouvrant, il découvrit une alliance masculine en platine, identique à la sienne, sauf que la gravure à l'intérieur disait « À Lawrence, pour toujours à toi, M. » Victor glissa la bague dans sa poche, juste au moment où son téléphone vibra, une alerte de calendrier. Départ pour le lieu du mariage dans 10 minutes. Il replaça soigneusement tous les objets dans la boîte, la remit dans le compartiment caché et abaissa la trappe. En se redressant, il dépoussiéra son pantalon de smoking, redressa sa cravate, et son esprit s'aiguisa dans une clarté terrible. Son téléphone vibra de nouveau, un message d'un numéro inconnu. « Maintenant, tu sais. Qu'est-ce que tu vas faire, monsieur Lockhart ?» Chapitre 3, point de décision. Victor conduisit jusqu'au lieu du mariage dans un silence absolu, compartimentant ses pensées avec une précision militaire. Il lui restait 20 minutes pour atteindre Silver Lake Estate. 10 autres avant le début de la cérémonie. 237 invités déjà installés dans le jardin, selon le dernier rapport du coordinateur. Sa fille était dans la suite nuptiale avec sa mère et ses demoiselles d'honneur. Et Lawrence Palmer se tenait aux côtés du marié. À un feu rouge, Victor appela son assistant personnel, Neil. « Monsieur, vous n'êtes pas censé être au mariage », répondit Neil au premier son. « J'ai besoin d'informations immédiates sur Lawrence Palmer. Tout ce que tu peux trouver dans les 15 prochaines minutes. » Discrètement. « Le témoin ? Mais… 15 minutes ? 15 minutes, Neil. » Victor raccrocha. Ensuite, il appela son chef de la sécurité, Russell Thorne, un ancien des forces spéciales qui gérait désormais le service de protection des clients de Victor. « Russell, je veux une couverture de surveillance complète à Silver Lake Estate. Maintenant. On a déjà Phillips et Mendes pour la sécurité standard de l'événement, monsieur. Pas assez. Je veux tout. Couverture intégrale. Surveillance des communications. Chaque entrée et sortie couverte. Utilise le mariage Wilson comme prétexte, mais je veux des yeux sur Lawrence Palmer en permanence. » Russell, formé à répondre avant de questionner, répliqua simplement. « Reçu. » La grandeur de Silver Lake Estate apparut alors que Victor passait les grilles ornées. Le manoir colonial trônait majestueusement sur 50 hectares de jardin impeccable. Les voitures s'alignaient dans l'allée circulaire, des retardataires se précipitant à l'intérieur. Victor se gara, mais resta dans sa voiture, attendant. Son téléphone vibra à un fichier entrant de Neil. Il parcourut rapidement les informations. Lawrence Palmer. 52 ans. Célibataire. Banquier d'investissement. Un carnet de clients impressionnant. Résidence à New York et aux Bermudes. Lié à la famille Wilson par sa sœur, marié à un héritier de l'empire pharmaceutique. Casier vierge. Réputation impeccable. Trop impeccable. Une autre notification de Russell. Équipe en position.
Cible arrivée il y a 45 minutes. Actuellement dans les quartiers des mariés avec le reste du cortège. Votre épouse est dans la suite nuptiale avec votre fille. Instruction? Victor répondit. Surveillez seulement. Attendez mes ordres. Son téléphone sonna de nouveau. C'était Blake. Papa, t'es où? Maman est dans tous ses états. La cérémonie commence dans 5 minutes. Je suis là, répondit calmement Victor. Dis à ta mère que j'arrive. Il glissa son téléphone dans sa poche, ses doigts frôlant la bague en platine. Une réplique exacte de la sienne. L'ultime insulte. Il entra par une porte latérale, évitant la procession principale. Russell apparut silencieusement à ses côtés, lui tendant une oreillette quasiment invisible. Canal 3, pour me contacter directement. Pour entendre toutes les mises à jour de l'équipe. Victor hocha la tête, inséra l'oreillette et se dirigea vers la suite nuptiale. Devant la porte, il prit une profonde inspiration, ajusta sa cravate et toqua doucement. Entre. Appela Zoé. Elle se tenait au centre de la pièce, une vision en soie blanche. Pour un instant, Victor oublia tout le reste. La trahison, la rage, les plans déjà en train de se former dans son esprit. Sa petite fille, désormais devenue cette magnifique jeune femme, lui souriait avec des yeux si semblables aux siens. Papa, elle se précipita vers lui, prenant soin de ne pas froisser sa robe. Je commençais à m'inquiéter. Désolé, ma chérie. Un appel d'affaires de dernière minute. Le mensonge sortit naturellement. Tu es parfaite. Marianne s'approcha par derrière, Zoé resplendissante dans une robe couleur champagne qui accentuait encore sa silhouette toujours aussi jeune. Son sourire ne parvint pas à atteindre ses yeux. Enfin, nous étions sur le point d'envoyer une équipe de recherche. Elle déposa un baiser sur sa joue, son parfum différent de celui qu'elle portait habituellement l'enveloppa. Laurence l'avait-il choisi? La circulation, répondit-il calmement en lui prenant la main. Il sentit son alliance contre ses doigts et la serra légèrement, guettant sa réaction. Tout est prêt? Un bref éclair d'inquiétude traversa ses traits. Oui, tout est en place. Laurence a été d'une aide précieuse, gérant les derniers détails avec le traiteur. Un ami si précieux. Victor maintint son sourire affable. Des années de négociations d'affaires lui avaient appris à dissimuler ses véritables intentions. En effet. Je dois le remercier, comme il se doit. La coordinatrice du mariage apparut, la tête dans l'embrasure de la porte. C'est l'heure. À vos places, s'il vous plaît. La cérémonie se déroula comme un rêve magnifique. Ou un cauchemar. Pour Victor, chaque seconde s'étira douloureusement. Il restait droit, figé à côté de Marianne, hyper conscient de la présence de Laurence Palmer sur l'autel. Les vœux, les anneaux, le baiser. Victor applaudit mécaniquement, l'esprit ailleurs, calculant. Pendant la réception, il déambulait parmi les invités, affichant un sourire de circonstance, acceptant les félicitations, engageant des conversations banales, tout en surveillant Marianne. Elle riait un peu trop fort avec ses amis, buvait plus de champagne qu'à l'accoutumée et jetait sans cesse des regards en direction de Laurence, qui, bien que respectueux, restait toujours dans son champ de vision. Victor aborda le photographe pendant le service du dîner. J'aimerais avoir toutes les photos immédiatement après l'événement. Avant tout montage. Le photographe, captant quelque chose dans le ton de Victor, acquiesça rapidement. Bien sûr, monsieur Lockhart. Je peux vous envoyer le fichier brut ce soir. Au fil de la soirée, Victor observa les interactions nerveuses de Blake avec Laurence. Trop familière, trop secrète. Son fils savait quelque chose. Avait-il facilité leur rencontre? Était-il complice de leur trahison? Une nouvelle trahison à régler. Quand Zoé et Damon partirent pour leur lune de miel sous une pluie de pétales de rose, Victor resta aux côtés de Marianne, souriant, son bras lié au sien, parfait tableau d'un couple uni. Dès que la voiture disparut au bout de l'allée, il retira son bras. « J'ai une surprise pour toi », murmura-t-il à son oreille. Quelque chose de spécial pour fêter cette soirée. Marianne leva les yeux vers lui,
momentanément déconcerté par son ton chaleureux. « Oh! Qu'est-ce que c'est ?» Victor esquissa un sourire de prédateur, un sourire qui ne toucha pas ses yeux. « Tu verras ce soir. Cela fait longtemps que j'attends ce moment. » Alors qu'il disait au revoir aux derniers invités, Victor surprit Laurence en train de les regarder. Son regard s'attarda un instant de trop sur Marianne, empreint d'une possessivité mal dissimulée. Victor se dirigea directement vers lui, tendant la main. « Laurence, je ne saurais comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour notre famille. » Il serra la main de Laurence avec une fermeté calculée, glissant quelque chose dans sa paume. « Un petit gage de ma reconnaissance. » Laurence baissa les yeux, confus, puis pâlit en reconnaissant l'alliance en platine et son inscription accablante. Son regard se releva, paniqué, rencontrant le regard glacial de Victor. « Ce n'est pas... » commença-t-il. « Nous en parlerons bientôt, » l'interrompit Victor calmement. « Très bientôt. » Puis il se retourna vers Marianne, qui faisait ses adieux aux parents de Damon. Victor sentit cette clarté d'esprit froide et méthodique qui l'avait guidé dans ses affaires les plus fructueuses. Les pions étaient placés. Maintenant, la véritable partie allait commencer. Chapitre 4, Jeu de miroir. Le trajet jusqu'à la maison se fit en silence. L'espace entre eux à l'arrière de la voiture était chargé d'accusations non formulées. Marianne tenta de rompre le silence par quelques banalités sur le mariage, mais les réponses monosyllabiques de Victor finirent par la réduire au silence. Elle regardait par la fenêtre, jouant nerveusement avec son sac à main, jetant de temps à autre des regards furtifs à son mari dont le visage restait impassible. « As-tu passé une bonne soirée ?» demanda enfin Victor, d'une voix faussement détachée, alors qu'ils s'engageaient dans leur rue. « Bien sûr, » répondit Marianne trop vite. C'était magnifique. Tout ce dont Zoé rêvait. Victor hocha la tête pensivement. Et Laurence a fait un travail exceptionnel pour tout organiser, n'est-ce pas? Le léger raidissement de ses épaules fut presque imperceptible. Presque. Oui, il a été très serviable. Les Wilson ont de la chance de l'avoir dans la famille. Victor sourit froidement. En effet. Tant de dévouement. La voiture s'arrêta dans l'allée. Victor remercia le chauffeur et aida Marianne à descendre, la tenant fermement par le coude. « Attention, ma chérie, » murmura-t-il d'un ton doucereux. « Je ne voudrais pas que tu trébuches. » À l'intérieur, la maison était calme. Le personnel avait été congédié pour la soirée. Victor desserra sa cravate tandis que Marianne ôtait ses talons, soupirant de soulagement. « Je suis épuisée, » déclara-t-elle. « Je vais monter me coucher. » En fait, répliqua Victor d'une voix onctueuse, je pensais que nous pourrions boire un verre pour célébrer comme il se doit le mariage de notre fille. Marianne hésita, puis acquiesça. Dans son bureau, Victor versa 2 doigts de Macallan de 30 ans pour lui-même et un verre de vin blanc pour Marianne. Il lui tendit le verre de cristal, observant son visage alors qu'elle prenait une gorgée prudente. Au nouveau départ, trinqua-t-il, ses yeux ancrés aux siens. Marianne déglutit difficilement. Au nouveau départ. Et cela justifie le vol? La trahison? Utiliser le mariage de notre fille comme couverture pour ton plan de fuite? L'argent n'est pas volé, protesta-t-elle. C'est mon héritage, quand ma mère est morte. Je ne l'ai jamais mélangé avec nos comptes. Une simple technicité, répliqua Victor d'un geste désinvolte. Et l'implication de Blake? Les épaules de Marianne s'affaissèrent. Il l'a découvert par accident. Il a vu des messages sur mon téléphone. Il était furieux. Il a menacé de tout te révéler mais je l'ai convaincu de se taire jusqu'après le mariage de Zoé. Pour elle. Comme c'est noble de votre part, à tous les deux, le sarcasme de Victor tranchait comme une lame. Que vas-tu faire? Demanda finalement Marianne, la voix faible. Victor l'observa attentivement. Cette femme qu'il avait aimée si longtemps. Désormais, elle était une étrangère, assise dans sa maison, portant ses diamants tout en complotant pour l'abandonner. En cet instant, son plan se cristallisa. Rien, dit-il simplement. La confusion passa fugacement sur le visage de Marianne. Rien?
Tu veux Laurence? Va le rejoindre, haussa-t-il les épaules en se servant un autre whisky. Je ne contesterai pas le divorce. Prends ton héritage. Prends ce que tu veux parmi tes affaires personnelles. J'aurai les papiers rédigés demain. Marianne le fixa, clairement déconcertée par son calme soudain. Comme ça? Tu ne vas pas te battre? À quoi bon, répondit-il, faisant tourner le liquide ambré dans son verre. Tu as fait ton choix. Je respecte ta décision. Elle se leva lentement, la méfiance se mêlant au soulagement sur son visage. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre, dit Victor, un petit sourire triste flottant sur ses lèvres. Nous avons grandi séparément. Ces choses arrivent. Il la regarda droit dans les yeux. Je n'ai toujours voulu que ton bonheur, Marianne. Rien d'autre. Les larmes montèrent aux yeux de Marianne. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je sais. Il fit un signe vers la porte. Il est tard. Repose-toi. On discutera des détails demain. Après son départ, Victor resta assis longtemps, seul dans son bureau. Son apparente tranquillité masquait la rage glaciale qui s'était emparée de lui, se durcissant comme de l'acier. Il sortit son téléphone et envoya un message à Russell, commence la phase 1. La réponse ne tarda pas. Surveillance active sur toutes les cibles. En attente d'instructions. Victor se leva, s'approcha de la fenêtre et contempla le parc soigné de la propriété qu'il avait construite pour une famille qui venait tout juste de s'effondrer. Son reflet lui renvoya l'image de ses propres yeux, scintillant d'une détermination implacable. Il pensait le connaître. Marianne, Laurence, même Blake. Il pensait qu'il allait s'effondrer, crier, supplier, se briser. Il s'était gravement trompé. Victor Lockhart ne menait pas ses batailles au grand jour, là où tout le monde pouvait voir ses coups. Il orchestrerait une campagne silencieuse, méthodique, où ses adversaires ne verraient rien venir avant qu'il ne soit bien trop tard. Son téléphone vibra. Un message provenant du numéro inconnu qui l'avait alerté au sujet du garage. « Quelle est votre prochaine étape, monsieur Lockhart ?» Victor tapa rapidement. « Qui êtes-vous » La réponse fut immédiate. « Un parti intéressé. Quelqu'un qui veut voir la justice rendue. » Victor hésita un instant, puis répondit. « Pourquoi m'aider ? Disons simplement que j'ai moi aussi un compte à régler avec Laurence Palmer. Peut-être pourrions-nous nous entraider. » Un lent et dangereux sourire se dessina sur le visage de Victor tandis qu'il écrivait. « Je vous écoute. » Chapitre 5 L'architecte de la douleur. À 7 heures précises, le téléphone privé de Victor sonna. « Bonjour, monsieur Lockhart. Nous ne nous sommes pas encore rencontrés officiellement. Je m'appelle Vanessa Reeves. » La voix était assurée, posée, celle d'une femme habituée à donner des ordres. La mystérieuse interlocutrice, répliqua Victor en reposant son café. « À quoi dois-je l'honneur de cette conversation, Miss Reeves ? Je crois que nous avons un ennemi commun et le temps presse. Laurence et votre femme comptent quitter le pays dans 3 jours. Bermuda d'abord, puis les Caïmans. » Victor serra le téléphone, les jointures blanchies par la tension. « Et comment savez-vous cela ? » Parce que j'étais censé être à la place de votre femme, jusqu'à ce que Laurence trouve une cible plus avantageuse. L'intérêt de Victor s'éveilla. Il se renversa contre le dossier de son fauteuil. Continuez. J'ai rencontré Laurence il y a 5 ans. Nous nous sommes fiancés en moins d'1 an. Nous planifions notre vie ensemble. Puis il a rencontré votre femme lors d'un gala de charité. Il a découvert son héritage séparé et, soudainement, notre relation a commencé à avoir des problèmes de communication. Il a rompu 3 mois plus tard. C'est regrettable, mais ce n'est guère. Je n'ai pas terminé, coupa Vanessa, sèchement. Après son départ, j'ai engagé un détective privé. J'ai découvert que je n'étais pas la première. Elle marqua une pause, sa voix se durcissant. Laurence a déjà fait cela 3 fois. Toujours le même schéma, des cibles riches, généralement des femmes mariées. Il les séduit, les convainc de liquider leurs biens, puis il disparaît avec tout. Victor encaissa ces informations,
les intégrant à ce qu'il savait déjà. Vous avez des preuves? Assez pour être convaincu, mais pas assez pour la police. Laurence est prudent. Il utilise des identités différentes, opère dans plusieurs juridictions. Quand les victimes réalisent ce qui s'est passé, la piste est déjà froide. Et vous avez attendu le jour du mariage de ma fille pour me révéler tout cela? La voix de Victor était aussi tranchante qu'une lame. Je n'ai confirmé le plan de Laurence qu'en accédant à son agenda et en découvrant les réservations de voyage. Jusqu'à récemment, j'ignorais que votre femme était sa nouvelle cible. Une pause. Je suis désolé pour le timing. L'esprit de Victor tournait à plein régime, considérant les implications, les opportunités, les avantages. Que attendez-vous exactement de moi, Miss Reeves? La justice. La vengeance. Appelez cela comme vous voulez. Sa voix se fit plus dure. Laurence m'a volé 2 ans de ma vie et près d'1 million de dollars d'investissement pour notre avenir. Je veux qu'il soit arrêté. Définitivement. Par définitivement, vous entendez. Je vous laisse le choix des méthodes, Monsieur Lockhart. Je connais votre réputation. Vous n'avez pas bâti votre empire en faisant preuve de clémence envers ceux qui vous ont défié. Victor esquissa un mince sourire. Vous avez bien fait vos devoirs. Laurence n'a jamais visé quelqu'un avec vos ressources ou vos compétences. C'est une opportunité qu'on ne peut pas ignorer. Et qu'apportez-vous à ce partenariat, à part des informations? Un accès à des documents, et quelque chose que je pense que vous trouverez particulièrement précieux, la véritable identité de Laurence. Cela capta l'attention de Victor. Continuez. Son vrai nom est Laurence Petro. Né en Russie, immigré adolescent, il a des connexions avec le crime organisé à Brighton Beach. Tout le personnage de Laurence Palmer est soigneusement construit. Intéressant. Victor tapota ses doigts sur le bureau. Madame Reeves, je pense que nous devrions nous rencontrer aujourd'hui. Je m'y attendais. Une salle privée est réservée au Cardinal, centre-ville. Midi, venez seul. La ligne se coupa. Victor appela immédiatement Russell, lui ordonnant de compiler toutes les informations disponibles sur Vanessa Reeves et Laurence Petro. Ensuite, il envoya un message à Neil pour dégager son emploi du temps à l'étage. Il pouvait entendre Marion s'affairer à faire ses bagages, vraisemblablement. Il n'avait pas menti en disant qu'il ne contesterait pas le divorce. Ce serait bien trop public, bien trop désordonné. Victor préférait la précision chirurgicale en toute chose, surtout en matière de vengeance. À 11h45, Victor arriva au Cardinal, un club privé et exclusif dans le quartier financier. Le concierge le guida vers une salle à manger privée où une femme d'une 40aine d'années l'attendait. Vanessa Reeves avait l'élégance intemporelle de l'aristocratie, des cheveux châtains coupés au carré, des bijoux discrets et un tailleur bleu marine parfaitement ajusté, qui murmurait plutôt qu'il ne criait son prix. Monsieur Lockhart. Elle tendit la main. Merci d'être venu. Victor la serra fermement. Vous avez des informations pour moi. Elle désigna la chaise en face d'elle. Droit au but. J'apprécie cela. Une fois installés avec leur boisson eau pétillante pour lui, gin tonic pour elle, Vanessa ouvrit un dossier mince. Laurence Petrov. Née Lavandi Petrov à Saint-Pétersbourg en 1970. Arrivée aux États-Unis en 1987 avec sa mère après la mort de son père. Diplômé de NYU, a travaillé dans plusieurs firmes financières, quittant chaque fois juste avant des enquêtes de conformité. En 2010, il a lancé son entreprise de consultant relationnel, en réalité un service de rencontre haut de gamme qui lui a permis d'accéder à des femmes riches et souvent vulnérables. Elle fit glisser des documents sur la table, des dossiers d'immigration, des coupures de journaux, des rapports financiers. Victor les examina attentivement. Son mode opératoire est cohérent, poursuivit Vanessa. Il s'intègre dans des cercles sociaux aisés, identifie des cibles potentielles généralement des femmes avec des actifs séparés de leur mari et entame une longue séduction. Il est patient, parfois il attend des années pour le moment propice. Et ma femme? Il l'a rencontrée par le biais de la famille Wilson, il y a 3 ans. Au départ, elle n'était qu'un contact professionnel.
Mais les choses ont changé lorsqu'elle a mentionné l'héritage de sa mère lors d'une collecte de fonds l'année dernière. Victor hocha lentement la tête. Marion avait hérité de près de 3 millions de dollars à la mort de sa mère. De l'argent qu'elle avait gardé séparé de leurs finances communes, ironiquement sur le conseil de Victor, pour le protéger des éventuels risques commerciaux. Le compte offshore. Standard pour Laurence. Les lois sur le secret bancaire des îles Caïmans rendent toute récupération quasi impossible une fois que l'argent y est transféré. Victor se pencha en arrière, étudiant Vanessa. Qu'est-ce qu'il vous a pris exactement? Son expression se durcit. Outre ma dignité. Le capital d'investissement pour notre projet commun, une retraite de bien-être à Bise qui n'a jamais existé. Quand j'ai découvert que les actes de propriété étaient des faux, il était déjà passé à une autre cible, et les autorités ont classé l'affaire comme une mauvaise affaire, pas une fraude. Laurence est un expert pour rester dans des zones grises légales. Les doigts de Vanessa se crispèrent autour de son verre. Il avait également du matériel compromettant sur moi, ce qui rendait toute poursuite compliquée. Victor hocha la tête. Le chantage, un autre outil de l'arsenal du manipulateur. Pourquoi n'avez-vous pas averti ma femme? J'ai essayé, indirectement. Des notes anonymes, des messages. Elle a bloqué mon numéro. Le sourire de Vanessa était amer. Laurence est très douée pour isoler ses cibles, les amenant à se méfier des avertissements extérieurs. Pendant la prochaine heure, ils disséquèrent les méthodes de Laurence, ses points faibles, ses possibles routes de fuite. Victor trouva l'intelligence et la stratégie de Vanessa impressionnantes. Elle avait rassemblé une somme considérable de recherches sur son ancien fiancé. Il y a encore une chose, dit Vanessa alors que leur rencontre touchait à sa fin. Laurence a un partenaire. Quelqu'un qui gère la logistique, crée des documents, déplace l'argent. Il ne m'a jamais révélé son identité, mais c'est quelqu'un avec des compétences techniques et un accès au système financier. Un nom serait utile, remarqua Victor d'un ton sec. Je n'en ai pas. Mais qui que ce soit, cette personne est essentielle à son opération. Elle referma son dossier. Alors, monsieur Lockhart, maintenant que vous savez ce à quoi vous avez affaire, quel est votre plan? Victor esquissa un léger sourire. Je crois en des réponses appropriées, Madame Reeves. Laurence a tenté de me prendre ma femme, mon argent et ma dignité. Je compte tout lui reprendre, y compris sa liberté. La liberté n'est que le début. Victor se leva, ajustant sa veste. Il perdra sa réputation, son argent, son avenir et, oui, sa liberté. Quand j'en aurai fini avec lui, Laurence Petrov cessera d'exister d'une manière ou d'une autre. Vanessa le regarda un instant, puis hocha la tête. Je crois que vous réussirez là où j'ai échoué. Elle lui tendit à nouveau la main. Tenez-moi informé. J'ai attendu longtemps ce moment. Vous serez informé quand ce sera terminé, promit Victor en serrant sa main. Et, Madame Reeves. Merci pour le message d'hier. C'était éclairant. De retour dans sa voiture, Victor appela Russell. J'ai besoin de tout sur Laurence Petro, anciennement de Saint-Pétersbourg. Concentrez-vous sur les connexions de Brighton Beach, les irrégularités financières et identifiez son partenaire technique. Trouvez aussi mon fils. Il faut qu'on parle. Ensuite, il appela son avocat, Simon Weiss, un esprit juridique brillant avec une éthique flexible. Simon, j'ai besoin d'options pour récupérer des actifs offshore. Îles Caïmans. Et préparer les papiers de divorce. Partage équitable, pas de contestation. Des problèmes à la maison, demanda Simon prudemment. Disons plutôt une réorganisation stratégique. Victor raccrocha alors que sa voiture s'arrêtait devant son immeuble du centre-ville. Dans son bureau, Victor déverrouilla un coffre-fort dissimulé derrière un tableau de paysage et en sortit un petit carnet noir. C'était sa police d'assurance, des informations accumulées au fil des décennies dans le secteur de la sécurité. Il ne l'avait jamais utilisé pour faire pression sur quelqu'un, le considérant comme un dernier recours. Mais maintenant, alors qu'il feuilletait les noms et les numéros, il se dit que l'heure était venue de le faire. Chapitre 5, le jeu commence. Victor n'éprouvait aucune hésitation.
Son assistant exécutif frappa doucement à la porte. « Monsieur, votre fils est ici. Faites-le entrer. » Blake entra, la tension palpable dans sa posture rigide. « Papa, tu voulais me voir ? Assieds-toi, Blake. » Victor désigna la chaise en face de son bureau. « Parlons de Laurence Palmer. » Ou devrais-je dire Petrov ? Le visage de Blake perdit toute couleur. « Comment as-tu su ? Que tu l'aides à accéder aux finances de notre famille ? Que tu l'as présenté au gestionnaire de portefeuille de ta mère ? Que tu me mens depuis des mois ?» La voix de Victor resta étrangement calme. « Je sais tout, mon fils. » Blake s'effondra sur la chaise. « Papa, je peux tout expliquer. Je t'en prie, fais-le. » Victor s'adossa, les doigts joints en un geste calculé. « J'aimerais particulièrement savoir ce qui pourrait justifier de trahir ton propre père. » Alors que Blake commençait son explication hésitante, le plan de vengeance de Victor prenait forme dans son esprit, précis et implacable. Chapitre 6, Pion et joueur. « Il m'a dit qu'il était amoureux d'elle, » balbutia Blake, incapable de soutenir le regard de son père. « Il a dit que tu étais contrôlant, que maman était malheureuse. Laurence m'a dit qu'il pouvait l'aider à repartir de zéro, à être libre. » Victor observait son fils sans émotion. « Et tu l'as cru ? » « Je voulais juste que maman soit heureuse, » protesta Blake. « Tu n'es jamais à la maison. Toujours en train de travailler. » Laurence l'écoutait. Il m'écoutait. Il nous faisait sentir importants. Assez importants pour voler ta propre famille ? Pour aider un escroc à cibler ta mère ? Le visage de Blake se releva brusquement. « De quoi parles-tu ? Laurence est banquier d'investissement. Laurence Petrov est un escroc professionnel, » coupa Victor froidement en faisant glisser le dossier de Vanessa de l'autre côté du bureau. « Il a déjà fait ça plusieurs fois. Séduire des femmes riches, les convaincre de liquider leurs actifs, puis disparaître avec l'argent. » Blake feuilleta les documents, son visage pâlissant à chaque page tournée. « Ça ne peut pas être vrai. C'est la vérité. Ta mère n'est pas son amante. Elle est sa cible. Et toi, mon fils, tu es son complice involontaire. » La réalisation s'abattit sur Blake comme un coup de poing. Il agrippa le bord du bureau, horrifié. « Papa, je te jure que je ne savais pas. » « Bien sûr que tu ne savais pas. » Le ton de Victor s'adoucit légèrement. « Tu as été manipulé par un expert. Mais cela n'excuse pas ta trahison. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Blake, la voix à peine audible. Victor considéra son fils avec attention. « Cela dépend de toi. Es-tu prêt à réparer tes erreurs ? » « Tout ce que tu veux, » répondit Blake immédiatement. « Dis-moi quoi faire. Tu vas m'aider à détruire Laurence Petrov. » Victor se pencha en avant. « Mais d'abord, je dois tout savoir. Chaque conversation, chaque document que tu lui as donné, chaque compte auquel tu lui as donné accès. » Pendant l'heure qui suivit, Blake déballa toute son implication, comment Laurence s'était liée d'amitié avec lui des mois avant d'approcher Marianne, se positionnant en mentor bienveillant. Comment il avait peu à peu normalisé le partage d'informations sensibles sous prétexte d'aider sa mère. Comment il avait facilité des rencontres, fait des présentations à des conseillers financiers, voire aidé à créer le compte offshore, croyant naïvement qu'il aidait à un coup de foudre, non à une arnaque soigneusement orchestrée. Le partenaire technique, murmura Victor. Laurence a mentionné quelqu'un qui gère sa présence numérique. Blake hocha la tête à contre-cœur. Une femme appelée Sophia. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais Laurence l'appelait sa magicienne du digital. Il disait qu'elle pouvait faire tout ce qu'il voulait en ligne. Un nom. Bien. Victor prit des notes. Et leur plan d'évasion ? Ils partent mardi, avoua Blake, la gorge serrée. Avion privé pour les Bermudes, puis un yacht pour les îles Caïmans. Je devais effectuer le dernier virement ce matin-là. Victor esquissa un sourire froid. Et tu le feras encore. Mais la destination va changer. Papa, je suis tellement désolé. Garde tes excuses, coupa Victor en levant la main. Tu pourras t'excuser en faisant exactement ce que je te dis à partir de maintenant.
Le piège se referme. D'abord, tu vas contacter Laurence. Dis-lui que tu es inquiet. Que tu penses que je commence à me douter de quelque chose. Propose-lui de devancer le plan d'un jour, lundi au lieu de mardi. Il ne changera pas le vol. Il le fera si tu lui dis que j'ai programmé un audit d'urgence des comptes de ta mère pour mardi matin. Blake acquiesça lentement. Et après? Comporte-toi normalement avec ta mère. Ne lui montre rien. Pour elle, je suis résigné à accepter le divorce et à passer à autre chose. Et c'est le cas? Demanda Blake, hésitant. Le regard de Victor s'assombrit. Le divorce est sans importance. La trahison, en revanche, est impardonnable. De la part de vous deux. Blake détourna le regard, touché par la sévérité du ton. Va-t'en maintenant. Contacte Laurence. Reviens avec sa réponse. Victor tourna son regard vers son ordinateur, mettant fin à la conversation. Blake se leva pour partir, mais hésita une dernière fois. Papa et maman? Si Laurence ne fait que l'utiliser. Elle a fait son choix, répliqua Victor sans lever les yeux. Maintenant, elle vivra avec les conséquences. Les pièces s'assemblent. Après le départ de Blake, Victor activa sa ligne sécurisée et appela Russell. Je veux un profil numérique complet sur une certaine Sophia. Pas de nom de famille. Associé de Laurence Petrov. Spécialiste des systèmes financiers, potentiellement créatrice d'identité. Autre chose, demanda Russell. Oui. Je veux que toute la vie numérique de Laurence Petrov soit cartographiée. Chaque compte, chaque transaction, chaque communication. Et le chalet? Prépare-le pour lundi. Le chalet était une propriété isolée que Victor maintenait en dehors des registres officiels. Officiellement, un lieu de retraite d'entreprise. Officieusement, un endroit pour des négociations sensibles ou, dans des cas extrêmes, des interrogatoires. Russell comprit immédiatement l'implication et répondit simplement. Ce sera fait. Le dernier élément du plan tomba en place ce soir-là, lorsque Russell envoya un fichier crypté sur le serveur privé de Victor. Sophia Petrov. Sœur cadette de Laurence. Non mentionné dans ses dossiers d'immigration. Spécialiste en cybersécurité, ayant travaillé pour plusieurs grandes banques avant de devenir freelance 3 ans plus tôt. Le cerveau numérique de l'opération de Laurence. Victor transmit l'information à Blake, avec des instructions précises, évoquait subtilement Sophia à Laurence. Un rappel discret que Victor en savait plus qu'il ne devrait. À la maison, Victor continua de jouer le rôle du mari résigné. Marianne et lui évoluaient comme des fantômes l'un autour de l'autre, poliment distants, partiellement étrangers. Cette nuit-là, dans son bureau, Victor établit un plan détaillé, calculant chaque variable, chaque ressource nécessaire. Lorsqu'il termina, il encrypta le fichier et l'envoya à Russell avec pour objet, terre brûlée. La réponse arriva quelques minutes plus tard. Les pièces sont en place. Prêt quand tu le es. Victor se versa un dernier verre de whisky, savourant l'instant. Le jeu venait de commencer. Et Laurence Petrov allait découvrir, pièce par pièce, ce qui arrive quand on cible la famille Lockhart. Et Victor n'a jamais perdu. Chapitre 7, le jour du jugement. Le lundi se leva clair et lumineux, l'indifférence de la nature face au drame humain s'affichant avec une cruauté éclatante. Victor avait à peine dormi. Le point culminant de 3 jours de planification méticuleuse était sur le point de se dérouler. Chaque détail avait été réglé. Chaque éventualité envisagée. Chaque joueur positionné précisément. Son téléphone vibra exactement à 6 heures. La confirmation de Blake, elle et M se rencontreraient au Four Seasons à 10 heures. Les préparatifs finaux avant le vol de 14 heures. Laurence avait réservé la même suite qu'il avait utilisée pour ses tristes avec Marianne, un détail à la fois prévisible et utile pour Victor. Victor répondit, n'oublie pas ton rôle. Aucune déviation. Depuis leur confrontation dans son bureau, Blake s'était révélé étonnamment compétent, suivant les instructions de Victor à la lettre. Le garçon avait des compétences, un fait que Victor aurait pu apprécier dans d'autres circonstances. À présent,
ce n'était qu'un outil dans son arsenal. Marion n'était pas rentrée la nuit précédente, préférant rester à l'hôtel pour faciliter les choses. Elle l'avait informé par texto. Victor avait répondu avec compréhension et lui avait souhaité du confort. Sa bienveillance apparente l'avait manifestement plus perturbé que la colère l'aurait fait. À 7h30, le téléphone sécurisé de Victor sonna. C'était Russell avec la confirmation finale. Tout est en place. Déclencheur financier prêt. Empreinte numérique établie. Surveillance active sur toutes les cibles. Et nos amis, demanda Victor. En position. Prêt à intervenir. Ces amis représentaient le pari le plus audacieux de Victor, des agents fédéraux spécialisés en crimes financiers et en contre-terrorisme, cultivés au fil des années en tant que clients et contacts. Officiellement, ils n'étaient pas impliqués. Ce serait une simple notification de courtoisie concernant des activités suspectes, transmises par des canaux non officiels. Les autorités n'agiraient pas tant que Victor n'aurait pas donné le signal. Mais lorsqu'elles le feraient, elles auraient tout ce dont elles avaient besoin. Excellent. Gardez vos distances jusqu'à mon signal. À 8h45 précise, Victor quitta sa maison, impeccablement vêtu d'un costume anthracite qui projetait à la fois autorité et discrétion. Son chauffeur le conduisit, non pas à son bureau, mais au Cardinal, où Vanessa Reeves l'attendait dans le même salon privé qu'auparavant. C'est aujourd'hui, l'informa-t-il sans préambule. Es-tu prête à jouer ton rôle? Vanessa hocha la tête, élégante dans une robe bordeaux qui suggérait davantage les affaires que la vengeance. Les documents sont prêts. Ma déclaration est rédigée. Une fois que cela commence, il n'y aura plus de retour en arrière, prévint Victor. Laurence saura que tu es impliqué. Son sourire fut glacial. J'y compte bien. Victor la scruta attentivement. Pour toi, ce n'est pas qu'une question d'argent, n'est-ce pas? Et pour toi, rétorqua-t-elle. Nous savons tous les deux que cela a cessé d'être une simple affaire financière le jour où ils nous ont trahis. Il acquiesça d'un léger mouvement de tête. 10 minutes après mon départ, passe l'appel. Exactement comme nous l'avons convenu. Et Blake, demanda-t-elle. Que adviendra-t-il de lui? Le visage de Victor resta impassible. Mon fils a fait son choix. Maintenant, il fait face aux conséquences. À 9h30, Victor prit position dans une suite qu'il avait réservée aux Four Seasons, juste au-dessus de la chambre où Laurence et Marianne allaient bientôt se retrouver. L'équipe de Russell avait déjà installé des dispositifs de surveillance, donnant à Victor un accès audio et visuel à tout ce qui se déroulerait en dessous. À 9h55, Laurence arriva, impeccablement habillée d'un costume italien sur mesure, portant une mallette. Les caméras captèrent son allure confiante, son charme rodé alors qu'il saluait le personnel, un homme sans souci, inconscient que son monde soigneusement construit était sur le point de s'effondrer. À 10h02, Marianne entra, nerveuse mais déterminée, vêtue d'une simple robe noire et tirant une petite valise. Laurence l'embrassa, murmurant des mots rassurants à son oreille. Victor observait, impassible, tandis que l'homme embrassait sa femme avec une familiarité feinte. « Tout est prêt ?» demanda Marianne, sa voix claire à travers le flux de surveillance. « Presque » répondit Laurence. « Blake s'occupe du dernier transfert. Nos nouveaux papiers seront prêts ce soir. D'ici là, nous serons hors de portée. » Victor ne se doute de rien, confirma Marianne. Il a été étrangement conciliant. C'en est presque décevant. Laurence éclata de rire. Le grand Victor Lockhart, expert en sécurité, prit à son propre jeu. As-tu obtenu les documents que je t'ai demandés? Marianne sortit une clé USB de son sac à main. Tout y est. Liste de clients, protocole de sécurité, code d'accès. Es-tu certaine d'en avoir besoin? Une assurance, mon amour. Ton mari a des amis puissants. Victor observa Laurence glisser la clé USB contenant des informations sensibles volées à son entreprise dans sa poche. Il prit note de cet élément supplémentaire de preuve. À 10h15, Blake fit son entrée, ponctuelle. Son visage trahissait son anxiété, mais il tenait bon, jouant parfaitement le rôle que Victor lui avait attribué. « As-tu tout fait ?»
demanda Laurence d'un ton sec. Oui, confirma Blake. Les fonds sont en transit. 3 millions du compte de maman vers le compte de transit aux Bermudes, puis vers la société Écran des Caïmans. Laurence vérifia son téléphone et hocha la tête avec satisfaction. Parfait. Tu as bien travaillé, Blake. Marianne serra son fils dans ses bras. Merci, mon chéri. Je sais que ça n'a pas été facile. Mais le visage de Blake était sombre. Il allait faire tomber la première pièce du jeu de domino orchestré par son père. Chapitre 9, Cendre et fer. 6 mois après le divorce, Victor se tenait devant les immenses baies vitrées de son nouveau Penthouse, contemplant la ville qui s'étendait en contrebas. La vue était différente de celle de son ancienne maison, plus urbaine, moins paisible. Mais le changement avait été nécessaire. Le domaine était imprégné de trop de souvenirs, trop d'histoires. Son téléphone vibra. Un message de Russell, confirmant ce que Victor savait déjà, le dernier recours de Laurence Petroff avait été rejeté. Il purgerait la totalité de sa peine de 20 ans sans possibilité de libération anticipée. Le démantèlement systématique de sa vie était achevé. Chaque bien dissimulé avait été révélé, chaque soutien potentiel éloigné, chaque échappatoire bloqué. Victor ne ressentit rien à cette nouvelle. Ni satisfaction, ni déception. C'était simplement le résultat attendu d'un plan exécuté à la perfection. L'interphone retentit. « Monsieur, votre fille est ici. Faites-la monter. » Quelques minutes plus tard, Zoé entra, élégante dans une robe noire simple, plus adaptée à une réunion d'affaires qu'à une visite familiale. À 27 ans, elle était encore plus assurée depuis son mariage, affrontant l'implosion familiale avec une remarquable maîtrise de soi. Contrairement à Blake qui s'était effondré et à Marianne qui s'était retirée, Zoé s'était adaptée, compartimentant la crise comme Victor l'aurait fait lui-même. « Papa » dit-elle en l'embrassant sur la joue. Son parfum, du Chanel, identique à celui que portait autrefois sa mère, éveilla brièvement des souvenirs indésirables. « Tu as l'air en forme » constata Victor en l'invitant à s'asseoir dans le salon avec vue panoramique. « Et Damon » ? Très occupé. Le processus d'approbation de la FDA lui prend tout son temps. Elle s'installa sur le canapé en cuir. « Mais nous allons bien. Vraiment bien. » Victor hocha la tête, satisfait au moins que le mariage de sa fille reste intact malgré le chaos qu'il avait déclenché sur sa famille. Et le projet de la fondation ? On a ouvert 2 nouveaux centres de santé communautaires ce trimestre. Je pense que tu serais impressionné par le modèle opérationnel. Le Lockhart Wilson Health Initiative était le projet de Zoé depuis qu'elle avait obtenu son diplôme de médecine, un mariage entre son expertise clinique et l'empire pharmaceutique des Wilson, initialement financé par Victor. L'un des rares liens familiaux qu'il avait maintenus. J'en suis sûr. Victor lui servit son thé vert préféré. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Notre dîner habituel n'est que jeudi. Zoé prit la tasse, son expression devenant plus sérieuse. Blake m'a appelé. Le visage de Victor resta impassible. Je vois. Il a des difficultés, papa. Le poste chez Meridian ne fonctionne pas. Il se semble acclisté, même s'il ne peut pas le prouver. Victor resta imperturbable. Le monde de la finance est compétitif. L'échec est courant. Zoé posa sa tasse avec une lenteur calculée. C'est vraiment comme ça que tu veux jouer? Faire semblant de ne pas savoir que tu as systématiquement miné chaque opportunité qu'il a tentée. Victor soutint son regard sans ciller. Blake a fait ses choix. Il avait 24 ans, manipulé par un escroc professionnel. Le même escroc qui a manipulé maman. Zoé se pencha en avant, ses yeux gris, identiques à ceux de son père, le fixant intensément. Ça fait 6 mois. Quand est-ce que le châtiment s'arrête? Ce n'est pas un châtiment. C'est une conséquence. Non, c'est de la vengeance, papa. De la vengeance calculée et implacable. Victor ne nia pas. Peut-être. Zoé le dévisagea, cet homme qu'elle avait admiré et craint à parts égales toute sa vie. Tu sais, au début, j'étais tellement en colère contre maman et Blake. Je comprenais ta réaction.
Mais ça, cette guerre froide que tu mènes contre ton propre fils, ce n'est pas juste. Victor ne bougea pas. Juste? Le concept de justice est subjectif. Blake m'a trahi. Dans mon monde, cela a des conséquences permanentes. Ton monde semble terriblement solitaire, murmura Zoé, la voix soudain plus douce. Victor détourna le regard vers la vue, refusant de s'engager dans la conversation émotionnelle qui s'annonçait. Que veux-tu exactement, Zoé? Parle-lui. Vraiment. Pas seulement pour lui asséner tes jugements. Donne-lui une chance de se racheter. Et ta mère? Vas-tu également plaider pour son pardon? Zoé hésita, ses doigts crispés autour de la tasse. C'est différent. Ce qu'elle a fait est pire. Elle prévoyait de partir, de prendre de l'argent qui ne lui appartenait pas. Blake n'était qu'un gamin pris au milieu. Victor serra les mâchoires, refoulant une vague d'amertume. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donne-lui une vraie chance. Arrête de le saboter. Laisse-le prouver sa valeur ailleurs. Et peut-être, un jour, essaie de lui parler comme un père, pas comme un PDG déçu. Victor se renversa dans le fauteuil, pesant ses options comme pour une décision d'affaires. J'y réfléchirai. Zoé hocha la tête, consciente que c'était tout ce qu'elle obtiendrait aujourd'hui. C'est un début. Elle se leva, l'embrassa sur la joue, puis marqua une pause à la porte. Tu sais, je comprends ce que tu as fait à Laurence. Il le méritait. Mais pour maman et Blake, ce ne sont pas des criminels. Ce sont ta famille. Et la famille devrait signifier quelque chose, même pour Victor Lockhart. Elle sortit sans ajouter un mot. Victor resta immobile, ses yeux fixés sur la vue nocturne. Les mots de Zoé résonnaient encore, perçant ses défenses comme un couteau bien aiguisé. Famille. Comme si le simple fait d'être lié par le sang devait effacer la trahison, adoucir les conséquences. Il saisit son verre de whisky, le leva en direction de son propre reflet dans la vitre. À l'homme que je suis devenu. Un homme de fer et de cendre. Et il but, seul, dans le silence glacé de son Penthouse, un empire bâti sur les ruines de ce qui avait autrefois été sa famille. Alrighty. Hey! Damn, before I even got wood, I got a golden apple. Let's freaking go, dude. Let's keep that in the hotbar. Thank you, Blue Crab. I think it's been a couple streams since I've seen you, Blue Crab. I don't know if you've been here since we updated, but you guys can now get free CC coins. Excuse me. So every 20 minutes, or sorry, every 30 minutes, you're gonna want to click on the CC extension or use the link, and check on your coins. You should get, since you're subbed, you should get 50 every 30 minutes. I made a few changes to the prices of some things and stuff because you guys have been finding out ways to kill me more and more efficiently, and it's pissing me the fuck off. The oh, teehee. 2,000 mana on yes. Ooh, a decent wager. Alright, guys. Place your bets. You guys think I'm gonna make it to the nether in this run? Oh, you have been here for that? Oh, okay. My fault, my fault. We still have 0 wins, guys. I've only made it to the end once. I was literally digging to the stronghold in the last, not the last one, but in the other closest run. Y'all are not making it easy on your boy. It's hyper embarrassing when I just die to some shit that, like,
Wasn't even you guys. Oh, what's up, Mina? Hello. Hello. I think you got gifted, my friend. We had a few gift bombs come through, so I think you're a lucky winner. Very pretty world so far. I'm gonna need more food and ideally sheep. Is that a sheep? That's totally a sheep, dude. These glasses are working. Boom. Okay. We need one more black sheep. Mina has dropped to 3rd place on the leaderboard. This is horrible. Chat, what are we gonna do about this? Hey, Blue Crab, 2 diamonds? Off rip? My goat. Blue Crab, you better bet some mana that I'm gonna make it to the nether if you're gonna be helping. You might as well get some loot out of this. The bet is still running. Do exclamation point bet, yes or no, and then the amount you wish to wager. And we're betting on if I'm making it to the nether. Okay, we're finding hella animals. This is really good. Okay. Okay, looks like we're making a white bet after all. Bet acquired. Oh, dude, we're so up. It's sick. It's sick and twisted. Dude, the Mana Casino for some reason has not been fucking with Mina lately.